L'autre différence était les négociations pour l'accord nucléaire avec l'Iran. Et même là, maintenant qu'il y ait des manifestations en Iran, qu'Iran se joint aux Russie, alors cette différence n'est plus importante. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yehuda Weinrab, maître de conférence à l'Institut universitaire de gestion de Rishon LeZion et spécialiste des États-Unis et même des relations entre Israël et les États-Unis. Et Yehuda, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous voulions bien entendu parler avec vous ce matin de ces élections du mi-terme, du mi-mandat aux États-Unis qui sont déterminantes, qui doivent modifier, on va dire, le Congrès américain, en particulier la Chambre des représentants, qui va élire l'ensemble de ces nouveaux représentants, et puis un tiers des sénateurs du Sénat américain. Tout cela risque de provoquer une sorte de bouleversement dans l'échiquier politique américain. Alors, tout d'abord, quels sont les pronostics? Est-ce que on peut dire que demain matin, le président Biden va se réveiller comme un canard boiteux? Il se peut. Pour l'instant, la pronostic, c'est que la Chambre de représentants va passer aux mains des républicains. En ce qui concerne le Sénat, peut-être oui, il y a quand même des concours qui sont très très serrés. En fait, tout va dépendre d'un certain nombre d'États tels que le Nevada, la Pennsylvanie, la Georgia et d'autres où il paraît que les républicains jouissent d'un avantage. Alors, dans ce cas-là, le président pourrait devenir un bavard boiteux, un canard boiteux. Alors, bien entendu, on se pose la question et on suit de très près en Israël ces élections parce que d'abord il y a une question que l'on se pose. Est-ce que, à votre avis, la candidature de Donald Trump à un nouveau mandat présidentiel en 2024, elle est officialisée, elle est claire, elle est évidente aujourd'hui? Il n'est pas clair, mais l'ancien président Trump avait dit qu'il va faire une annonce le 14 novembre. Alors, je le sais, sans doute, il a fait des allusions, des subtilités qu'il va présenter sa candidature, mais cela n'est pas encore certain pour l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que l'ancien président jouit d'une majorité absolue, d'une très très grande influence au sein du Parti républicain. En fait, dans les élections primaires maintenant, presque tous les candidats, peut-être 85% des candidats que Trump avait soutenus avaient réussi. Bien sûr, il y a certaines exceptions telles que le candidat républicain de Georgia qui avait gagné sans l'appui du président Trump. Comment on peut expliquer, Yehuda, comment on peut expliquer cette force de Donald Trump, surtout après les événements du Capitole qui ont mis fin à sont intervenus à la fin de son mandat? On avait le sentiment que il était inimaginable que Donald Trump puisse revenir aux affaires, puisse revenir au pouvoir. Comment on explique aujourd'hui ce soutien des républicains et surtout, en fait, ce soutien qui semble être porté au moins par une partie de l'opinion publique? Alors, deux raisons. D'abord, en ce qui concerne le soutien des républicains, il y a une base qui est peut-être moins grande, mais qui croit sincèrement que les résultats étaient volés par les démocrates. Mais en plus, ceux qui jouent dans des élections mi-terme et surtout maintenant, c'est la question de l'économie. Et l'économie va très très mal aux États-Unis. Il y a une inflation d'à peu près entre 9 et 9%, tandis que à la fin du mandat du président, l'inflation était vers à peu près 2%.
important. Alors, bien sûr, beaucoup jouent sur les questions économiques. En ce qui concerne le crime, il y a un essor de crimes et surtout de celui-ci de crimes violents aux États-Unis, et beaucoup, même ceux qui pourraient voter démocrate, sont menacés par cela et voudraient voir une force de police plus forte. Il y a la question d'immigration, cela est une double tranchant. Bien sûr que les gens bien pensants voudraient que il y ait la porte ouverte, mais pourtant il y avait un essor d'à peu près 300% d'immigrants illégaux qui sont entrés dans le sud des États-Unis, et cela pose des problèmes sociaux. Alors, si l'élection se joue sur les questions d'immigration, de la situation économique, ça donne un avantage aux républicains. Si, par contre, ce que les démocrates voulaient faire, les droits de la femme, l'avortement, ça jouerait dans les mains des démocrates. Mais maintenant, le problème d'avortement est beaucoup moins important. Alors, je voudrais maintenant que l'on se penche un peu sur l'impact de ces élections sur l'État d'Israël et sur cet État d'Israël qui vient de voter et qui vient de porter au pouvoir Binyamin Netanyahou et sa coalition de droite. D'abord, est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou attend de facto une victoire des Républicains avant d'entamer un dialogue avec l'administration Biden? Non, je crois que ce dialogue va se faire beaucoup plus vite. D'ailleurs, en fin du compte, hier, le président a félicité Benjamin Netanyahu de sa victoire. Ils se sont convenus qu'ils allaient reparler dès que le gouvernement soit formé. Dans l'annonce qu'avait fait la secrétaire de presse, elle avait dit que le président a réaffirmé son soutien pour Israël. Il saluait les élections libres qui a eu lieu en Israël. Il parlait des valeurs en commun. Ça peut être une subtilité de ceux qui cherchent, mais il a soutenu aussi un report qui dure sans ébranlement. Donc, je pense que les contacts avec l'administration ne vont pas attendre jusqu'au président Trump s'il décide de se présenter, mais il va se faire maintenant. Il y a des différences entre les États-Unis et Israël, l'administration Biden, mais beaucoup de ces différences maintenant ne sont plus valables. Le président voudrait voir un État palestinien. Alors justement, est-ce que vous pensez que le président, même s'il devient ce canard boiteux au lendemain de ces élections du midterm, est-ce que vous pensez que le président aura suffisamment de pouvoir pour essayer de forcer Binyamin Netanyahou à s'asseoir à la table de négociation avec un partenaire palestinien? Mais Bibi Netanyahu avait toujours voulu qu'il y ait des négociations. Mais en ce qui concerne, sur le plan réel, la possibilité de créer un État palestinien maintenant, cela n'est pas évident pour le court terme. Donc, cette différence entre les États-Unis et Israël s'efface. L'autre différence était les négociations pour l'accord nucléaire avec l'Iran. Et même là, maintenant qu'il y ait des manifestations en Iran, qu'Iran se joigne à la Russie, alors cette différence n'est plus importante. Je ne vois pas un accord dans les médias.
Je pense que, et aussi, d'après la version de M. Netanyahu après la conversation qu'il a tenue avec le président Biden, il avait dit que le président voulait aussi augmenter les accords d'Abraham, normalisation. Donc il y a beaucoup de choses en commun, un terrain où on pourrait déjà commencer à travailler et peut-être lentement adoucir les rapports entre Israël et les Palestiniens. Mais vous pensez pas que finalement, c'est-à-dire, on risque d'assister à des tensions entre le gouvernement israélien et l'administration Biden en raison de la présence dans le gouvernement israélien d'élus comme Bezalel Smotrich ou comme Itamar Ben-Gvir? Je pense que oui, que cela sera une entrave. Cela dépendra de quel poste ou quel portefeuille ils vont recevoir. Mais le président Biden lui-même n'a jamais dit mot sur ce sujet. Ses conseillers des organisations juives plus libérales comme le J Street avaient dit à notre président qu'il voudrait pas voir Biden et Smotrich dans des postes importants, majeurs ou sensibles, mais le gouvernement américain n'a pas prononcé officiellement leur mot sur ce sujet. Reste à savoir donc quelle sera la distribution de portefeuilles, et sans doute vous en connaissez mieux que moi en Israël. Et est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir que Gantz, en fin du compte, rejoigne? Tout cela sera plus clair peut-être dans les semaines à venir. Une dernière question, Yehuda, concernant les relations entre Israël et la communauté juive américaine. On sait que d'une certaine manière, le gouvernement Bennett-Lapid avait été accueilli avec, on va dire, beaucoup de soutien de la part d'une partie importante de la communauté juive américaine qui vote souvent en majorité démocrate. Que risque-t-il de se passer aujourd'hui concrètement avec un retour au pouvoir de Binyamin Netanyahou, avec des partenaires comme les orthodoxes, les deux partis orthodoxes chasse et judaïsme de la Torah, avec des partenaires sionistes religieux comme Ben-Gvir et Smotrich? Quel genre de relation on doit s'attendre entre Israël et la communauté juive américaine aujourd'hui? Oui, je pense que cela présenterait un défi pour le gouvernement dans ce rapport avec la communauté juive américaine. D'ailleurs, hier, Thomas Friedman avait publié un article assez incendiaire des résultats des élections. Et il avait dit c'est la fin d'Israël tel qu'on l'a connu. Je suis pas tout à fait d'accord avec son analyse, mais cela posera un problème dans les rapports entre le gouvernement Israël et la communauté juive aux États-Unis. Reste à savoir dans quelle mesure ces résultats, la distribution de portefeuilles engendra des augmentations dans le domaine de colonisation et autre chose, ou peut-être Netanyahu pourra jouer d'intermédiaire, pourra servir de frein à l'aile droite des partis de sa coalition. S'il arrive à faire ça, je pense que les relations se maintiendront. Parce que d'ailleurs, dans l'annonce de la porte-parole américaine, elle parlait de valeurs en commun et d'intérêts mutuels. Il y a de grands intérêts
sécuritaire que les États-Unis partagent avec Israël, et Israël est un joueur, un acteur clé dans cette région. Reste à savoir, on sera peut-être dans quelques semaines plus au courant de ce qui va se passer. Eh bien, Yehuda Ben-Rom, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à commenter donc cette actualité aux États-Unis avec les élections du midterm de mi-mandat, des élections extrêmement importantes, y compris pour les relations entre Israël et les États-Unis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Je vous en prie. À bientôt.